Allô, allô tout le monde! Ce mercredi le 23 août, je suis encore en direct. Ben oui, je fais des tests. Je me suis permise de dire mon opinion sur un certain sujet qui est devenu tabou, mes amis. Alors, j'y ai goûté, je fais des tests. Bonjour tout le monde, faites-moi des pouces. J'espère que ça fonctionne, que le son est bon. Et vous pouvez laisser votre commentaire, que je puisse voir au moins ça a l'air à fonctionner. Ben oui, depuis 2, 3 jours, en fait, je fais des lives, j'y recommence, j'y ressaute, ça marche pas, je recommence. Je trouve ça un tantinet fatigant. Fait que j'étais allée faire des tests avec le téléphone, ça fonctionnait très bien. Maintenant, je fais un test avec la plateforme. J'en profite pour recommencer celui de ce matin. C'est pas drôle, hein? Je travaille puis je recommence, comme si j'avais juste ça à faire. Mais le sujet de ce matin était drôlement important. C'est pour ça que nous allons commencer justement par celui-là. Donc, je fais tout de suite le partage d'écran. Bonjour tout le monde, merci pour les pouces, le son est bon. Alors, allez-y, partagez. On ne peut pas passer à côté d'une rentrée scolaire sans que Madame Carole y mette son grain de sel. Alors, comme je l'ai dit dans les années précédentes, comme je l'ai démontré, chers parents, un parent averti en vaut deux. Il s'en passe vraiment des pas trop belles sur le plancher des vaches et je vais faire ce partage d'écran pour qu'on écoute ce jeune homme a à nous dire. Oui, je partage ici, excusez, on met ça pour que vous puissiez le voir et c'est parti. À l'instant, on écoute ça. J'ai un secondaire 3, puis je vais être prof de secondaire 5. Il n'y a personne dans l'école qui a un secondaire 5 dans le corps professoral. C'est tous des gens comme moi. L'école avait réussi à engager aucun professeur pendant l'été. On commence lundi. Ils ont juste pris les gens qui sont présentés. Ils ont besoin de corps frais dans les salles de classe. Je capote. Je sais pas ça va être quoi le futur. Moi, c'est sûr que je vais tout faire pour garder ma job. Est-ce que je trouve que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est éthique, c'est moral d'avoir un corps professoral comme celui qu'on a? Je ne sais pas si c'est moi, mais je trouve que le vidéo, il a vraiment l'air de laguer. Si vous me permettez, pour les intéresser, parce que je pense que qu'est-ce qu'il dit, ça nous intéresse. Je le recommence, je le partage d'une autre. Oui, je le partage d'une autre façon, mais je vais simplement le recommencer parce que ça avait l'air de laguer. Partage d'écran et c'est parti. On écoute. Être prof de secondaire 5. Il n'y a personne dans l'école qui a un secondaire 5 dans le corps professoral. C'est tous des gens comme moi. L'école avait réussi à engager aucun professeur pendant l'été. On commence lundi. Ils ont juste pris les gens qui sont présentés. Ils ont besoin de corps frais dans les salles de classe. Je capote. Je sais pas ça va être quoi le futur. Moi, c'est sûr que je vais tout faire pour garder ma job. Est-ce que je trouve que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est éthique, c'est moral d'avoir un corps professoral comme celui qu'on a? C'est sûrement le pire depuis les années 30, en fait. Il n'y a jamais eu autant d'illettrés qui enseignent aux enfants qu'en ce moment. Ils ne peuvent pas me mettre dehors. Je n'ai pas menti sur mon CV. Puis ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Le prof de français, lui, était déjà à cette école-là l'année passée. C'était le concierge, fait qu'il faisait partie du syndicat. L'école ne peut plus me renvoyer. Puis il y a des élèves dans une école secondaire de Montréal qui vont voir un TikToker qui a un secondaire 3 comme prof de secondaire 5. La seule personne dans l'école qui a un secondaire 5, c'est le directeur. Puis c'est un gars qui a fait une technique policière puis qui n'a pas été accepté dans la police. Tout le monde capote. Moi, je suis pas stressé. J'ai ma permanence presque assurée déjà. Ils peuvent plus me mettre dehors. Parce qu'il y a comme une méconception de l'école québécoise en ce moment, c'est que les gens pensent qu'on envoie les enfants là-bas pour qu'ils apprennent, pour qu'ils soient formés pour la vie. L'école québécoise, ça doit faire 5 ans que c'est rendu une garderie, l'école primaire puis l'école secondaire. C'est juste pour occuper les jeunes pendant que leurs parents travaillent. Je suis techniquement une gardienne d'enfants pour des adolescents. Je vais être payé 50 000 par année, 3 mois de vacances par année. La permanence s'en vient. Je suis syndiqué de tous les côtés. Puis les élèves ont plus de crédits scolaires que moi. J'ai un secondaire
Ça le mérite d'être honnête, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Fait que cet homme, à toi, jeune homme, merci au moins d'avoir l'audace de dénoncer cette situation qui, à ton point de vue, même si tu n'es pas full scolarisé, même si tu n'es pas formé pour travailler auprès des enfants, tu as quand même une conscience puis une éthique. Puis tu te dis, ça n'a pas de bon sens qu'on retrouve effectivement. On l'a vu aussi l'année dernière. On l'a vu à la rentrée de l'autre année d'avant. Ils sont en pénurie de profs depuis tellement longtemps. Est-ce qu'ils s'en sont occupés? Est-ce que les promesses de Roberge l'année passée ont été toutes exécutées? Est-ce que ça se pourrait aussi que ces mensonges politiques, tout comme ceux de Drainville, comme ceux de Legault, comme ceux de Dubé, passeraient comme ça dans la population, comme si de rien n'était? Il avait promis que toutes les classes auraient des titulaires l'année dernière et c'est loin d'avoir été le cas. Donc, pour ceux qui ont suivi à la rentrée scolaire cette année, vu le manque de personnel, ils vont fermer des classes, ils vont pitcher des élèves un peu partout, puis ils vont se trouver des adultes non qualifiés. Eh oui, c'est de ce live qui date du 6 septembre 2022. C'était la rentrée scolaire 2022, alors que Roberge était toujours en place après ses mensonges sur l'aération des classes, après ses mensonges sur la qualité des enseignants qui seraient pour vos enfants là en tant que ressources. Cette pénurie de profs, c'est épouvantable comment il y a eu absolument du n'importe quoi qui a été fait. Puis regardez le prix qu'on va payer cet automne. Toujours parce que la population a laissé faire. Bien sûr que du côté de ceux qui pensent différemment, il y a eu le désir de faire l'école à la maison. C'est là que je suis rentrée en scène, c'est là que je me suis dit, si j'étais parent, hein, si mes enfants sont majeurs, Dieu merci, je trouve ça formidable de ne pas avoir à vivre cette crise avec des enfants mineurs. Cette crise qui touche nos maisons, qui touche absolument tout. Et que les parents, intéressez-vous à la politique, intéressez-vous aux lois et protégez davantage vos parents. C'est un peu le discours que je crie. De ce discours que je crie, il y avait l'école à la maison qui était une solution qui a été énormément diffamée par ces médias de masse qui s'en sont pris justement à cette idée que les parents étaient capables, que le système, c'est pas eux autres qui décident. Puis comme ça va complètement contre le discours médiatique, gouvernemental, de la meute, de tous ceux qui sont les bourgeois conformistes, les parents trop occupés à se divertir, trop occupés à piger dans du plaisir, ils peuvent même pas venir aux besoins de leurs enfants, hein? C'est aussi le deuxième live que j'ai effacé la semaine passée. Je vous ai mis une foule de répertoires concernant ces parents, ce laxisme qu'on voit chez les parents. En fait, que moi, je dénonce depuis plus de 5 ans. Le jeune homme tout à l'heure qui dénonçait que ça faisait 5 ans que les écoles, c'était que des garderies. Des places débilisantes pour les enfants qui sont à capacité normale, pas d'apprentissage, des garderies, bref. Donc, les gens qui sont en place, c'est dégradant comme système et on peut en parler longtemps de ça, mais on voit aussi quand
on voit l'envers du décor lorsqu'on est à l'école, on voit les manques de compétences de ces enfants qui nous arrivent de la maison ou qui, on s'entend que la politesse, c'est quelque chose qui devrait être apprise à la maison, là. Pas besoin d'attendre après l'école. Bref, ce laxisme, cette mise en charge des parents qui ont fait « Ah, moi, je l'ai accouché, je l'ai mis au monde, puis vous vous souvenez les influenceuses qui disaient les mama blues, puis qui disaient que c'était terrible d'être enceinte, puis qui mettaient ça négatif. Déjà, le wokisme frappait à la porte dans les années, je vous dirais, bientôt une dizaine d'années qu'ils sont là. Ces influenceurs, ces influenceuses qu'on voit malheureusement trop sur les réseaux sociaux, qui vomissent leur petit peu de jugement, leur petit peu de bien savoir-être. Fait qu'on va aller en voir un petit extrait parce que j'ai la semaine passée, le 18, je suis un petit peu mélangée dans les dates, mais j'avais aussi fait l'exercice de discuter. Juste discussion au sujet de ce laxisme parental qui mène à l'exagération de cette explosion qui est cette mode. C'est carrément une mode woke, c'est une mode LGBTQ qui a aucun rapport avec l'enfance. C'est l'exposition que l'enfance subit qui devrait être contrôlée. C'est le parent qui devrait juste faire sa job et tenir ses culottes. Fait que j'avais fait un beau spécial là-dessus. Aussi, j'avais mis, bien sûr, les extraits que je vais laisser dans la conversation des personnes pas mal plus importantes, qui ont pas mal plus d'expérience dans la vie ou qui, dans la vie, sont des sociologues pour nous expliquer ce mal d'être, cette société en mal d'être qui finit par donner tous ces désastres autour de vous que vous voyez par ces gens qui semblent déconnectés. Alors, c'était la dérive. Donc, ce vidéo qui date du mois de mars, je le laisserai aussi, vous irez le regarder avec les références qui viennent avec. La semaine passée, c'était plutôt sur le 18 août, la date, et c'était plutôt avec les propos de Madame Suzette Sandoz. Madame Suzette Sandoz, la formidable, elle nous en parle, hein, de son point de vue de grand-mère. Elle nous en parle de ce qui est, selon elle, une déconstruction de l'être, une déconstruction du vivant, une déprogrammation de tout ce qui est naturel dans l'esprit de l'enfant. Puis je fais un petit détour par un vidéo de l'oiseau à cœur qui déconstruit lui aussi cette problématique de ces gens qui laissent, de ces parents, de ce laxisme, de cette communauté qui se réunit pas autour du parent pour protéger davantage les enfants. Donc, c'est un petit melting pot que je vous commence la présentation. Et tout de suite, on écoute ce que j'ai dit. Et je vais essayer de censurer cette fois. Oui, pour introduire le LGBTQ+, je vais appuyer sur une féministe qui a encore, comment dirais-je, un substrat un peu marxiste, qui a une époque où la contradiction n'est pas totalement exacerbée. Et c'est Marie-Jo Bonnet, d'ailleurs, des Gouines rouges. Donc on voit bien qu'il y a Gouines, féministe, mais rouge, c'est quand même communiste. Et elle dit bien ce féminisme actuel LGBTQ+, est le triomphe du masculinisme par les femmes. Depuis quelques jours, une campagne... Oh, en introduction ce soir, Alain Soral, que je trouve toujours bon d'écouter. Pour se remettre les pendules à l'heure, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Combien ça ressemble à ici? Alain Soral, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous laisserai dans la description l'intégrale. J'ai fait aussi un clip, un direct concernant ses propos. Hein? Ça s'intitulait l'errance du féminisme et la déviance du LGBTQ. Je les glisserai tous les deux dans le descriptif du live.
Donc, j'étais en train de vous dire que 2 lives aujourd'hui. Hier, c'était un live très long de 2 heures. Un live qui comportait des réactions à chaud, des réactions très bouleversées dans les montagnes russes d'émotions qu'on vit dans nos vies personnelles, professionnelles et collectives. Tout le monde, c'est sûr que ça brasse. Je ne le cacherai pas. Moi, ça va pas toujours bien. C'est pas toujours top à tous les jours. Hier, c'était une journée où j'étais, comme on le dit, chacun qui ont à procéder, tous ceux qui ont des recours, qui se rendent en cours, c'est beaucoup de stress, ça chèque de partout, t'endors pas la nuit. Fait qu'il y a toujours un retour qui est assez pénible, que j'ai peut-être pas pris en compte hier. Salut tout le monde, oui, bonjour. Excellent, merci pour vos commentaires. Je vais aller vérifier justement si vous pouvez publier ce live. Merci pour vos publications. Oui, c'est parti. On est 18h, c'est vendredi, que vous le soyez en direct ou en rediffusion, ça me fait plaisir. Ceux qui sont déjà partis en week-end festif, passez un excellent week-end. Donc, pour intégrer ce sujet que je parlais hier, que je gueulais hier, j'ai quand même choisi de le présenter ce soir, mais pas froidement, pas sans explication, pas sans excuse à l'avance pour toutes les personnes que je vais offenser dans mes propos. Mais parlant de mes propos, c'est pas tellement mes propos que mes propos, les propos aussi de ceux de Suzette Sandoz, qui se retrouve dans l'extrait ce soir. Dans le fond, je prends congé. Moi aussi, je m'en vais bientôt à mon 5 à 7. Je pars la vidéo que j'ai faite hier, en fait, le montage vidéo, à partir du direct que j'ai fait hier et que j'ai choisi de me censurer. De me censurer pour ce qui parlait de la partie du juridique, parce que j'avais introduit les deux, et de me censurer moyennement pour ce qui est de cette errance. Cette errance, moi, je l'appelle la dérive parentale. Alors, cette dérive parentale, j'ai choisi de vous la présenter ce soir avec les propos de Dame Suzette Sandoz, qui est une professeure honoraire de droit, une ancienne conseillère nationale suisse, une grande dame, là, qui a toujours eu une portée, une opinion sociale pour ce qui est de la grandeur de l'Europe. Donc, cette dame, je m'appuie avec ses propos. Aussi, en fin de vidéo, après avoir présenté mon live d'hier et presque pas censuré, je fais un court retour et je vais m'appuyer sur la vidéoscopie de Stéphane Édouard, sociologue, grand homme de lettres aussi et fin observateur, riche en discernement. Je vous le présente en même temps et aussi son appui concernant cette dérive LGBTQ+. Et évidemment, dans le descriptif, je vous mettrai les vidéos d'Alain Soral, les vidéos, ce que j'ai fait concernant ses propos. Aussi, le clip que j'avais enregistré en 2021 qui s'appelait La fierté queer. Hein, j'en parlais ce matin dans le live de la fierté. Je l'avais vu venir, on l'entend. On a aussi les propos d'une autre grande dame qui est Madame Sigouin, Marielle Sigouin. En fait, dans la vidéo, on a ses propos lorsqu'elle met en garde les parents concernant les droits universels des enfants. Ce droit divin qui est devenu un droit humain par les droits et libertés, par les chartes qui ont été écrites de leurs mains, la main de ceux qui prévoyaient déjà assouvir le peuple. Donc, ça remonte à il y a longtemps. J'ai fait aussi un clip sur ces fameux droits et libertés rédigés dans une langue française où chaque mot
a son importance. Et chaque loi qui nous promet ces lois de droits et libertés asservit le peuple. Alors, je le mettrai en descriptif, ce vidéo-là aussi. Donc, je m'abstiens. Je vous repars la vidéo telle que je l'ai laissée hier, à peine censurée avec quelques extras. Puis, je vous rejoins après le clip. Bonne écoute et surtout, sortez le popcorn ou le petit vino. Je vous présente donc la diffusion. Oh God, help us all. Look what we've become. Oh God, help us all. And fix what we have done. Salut, salut tout le monde! Bon matin, on est jeudi, le 17 août. Bienvenue à votre Carole Martel en direct. La vérité autrement, de façon impromptue. Aujourd'hui, ça risque de partir de toutes les barres. Je vous avertis, je sais pas comment je vais filer là-dessus, mais c'est clair que je vais vider mon sac. Hostie, je suis tannée. On se rejoint à l'autre côté. Pour ceux qui sont un peu perdus, il y a des dates à droite, à gauche. J'ai pas le même linge. C'est parce que c'était ça qui était drôle dans l'aventure. J'ai fait un live hyper découragé, des commentaires d'un abruti qui m'avait laissé sur mon mur. Ça m'avait vraiment comme « Oh my God! » Puis après ça, je suis allée faire un live dans la réaction. C'est sûr que c'est à ce moment-là que je suis le plus authentique. Mais là, je n'avais dit pas mal. Fait que pour ceux qui viennent de se joindre à ce direct, en ce mercredi 23 août, si vous voyez les dates qui changent comme ça, c'est parce que j'ai refait, puis j'ai refait, puis j'ai refait. Puis là, ben, à force de me censurer, j'ai décidé de l'essayer. Je fais des tests. À combien je suis donc censurée? Fait que laissez-moi vos commentaires pour me dire si vous me voyez, si vous me voyez en rediffusion. Alors, je continue. Je vais l'arrêter de temps en temps, ce petit direct qui date de la semaine passée, pour être sûre que mes paroles restent impeccables. Mais surtout, je vais essayer de blesser personne. Mais ce que je mets de l'avant, c'est surtout l'opinion de ces grandes personnes qui sont comme en arrière de moi, pour dire à peu près ce que je pense. C'est pas pire, ça? C'est bien envoyé. Et que je continue après le petit topo. Et voilà. Cette question se posait pas. Mm. Parce que chacun essayait d'être avec l'autre aussi convenable que possible. Mais là, de nouveau, c'est une question de respect de l'autre. Hein. De nouveau, c'est une question de respect de l'autre, mais c'est pratiquement tout est une question de respect de l'autre. Il y a un grand sage qui m'a dit, il n'y a pas si longtemps, puis ça m'a beaucoup plu, que si ce que tu vis est éloigné de ce que ta grand-mère vivait, c'est pas bon pour l'humain, c'est pas bon pour le vivant. Et c'est vraiment une boussole que j'ai à l'intérieur. Posez-vous la question, j'en ai besoin? Est-ce que ma grand-mère en avait besoin? Donc, je vais commencer avant d'entrer dans ce sujet-là. C'est un sujet qui est tellement populaire que j'en ai même pas envie d'en parler. Mais d'un autre côté, c'est notre responsabilité d'en parler. Donc, en fin de vidéo, je fais une petite tournée wokiste, qui est une maladie mentale, décrite dans le dictionnaire des maladies santé mentale. On parle ici de la transition de genre, hein, qui est... Puis ceux qui encouragent ça, ben c'est ça. J'en parle en fin d'émission. J'ai mon point de vue. C'est ça. Je suis tannée. Je suis tannée de ça. Je suis tannée qu'on en parle dans le vide. Je suis tannée qu'on nomme pas les responsables. Je suis tannée qu'on protège pas suffisamment les enfants. Fait que je vous garde ça en deuxième partie. Je reviens avec ma petite dame merveilleuse et son explication. Comme disait l'autre, si ta grand-mère a pas vécu ça, là, c'est pas bon pour toi. Référez-vous à la sagesse.
Référez-vous à la vigilance. Référez-vous à un aîné, votre grand-mère, sa grand-mère, leur grand-mère. Référez-vous à ces êtres. C'est là que se situent nos réponses. Je lui laisse la parole. C'est Suzette Sandoz, cette belle dame qui s'exprime, merveilleusement bien sur toutes sortes de sujets, mais celui-ci sur le wokisme me touche. Parce que ce qu'elle dit, elle le dit bien. Ce qu'elle dit, elle le dit simplement de sa vision de grand-mère. Et je l'amène je le laisserai en complet dans la description du live. Je vous passe ça. Pourquoi faudrait-il provoquer cette insécurité chez les gens? C'est ça qu'il y a très troublant. Entre amener à respecter la personne, mais là, encore une fois, c'est un principe tout à fait chrétien, notamment, de respecter la personne. Et je suis très frappée, petite parenthèse, par le fait que quand on voit tout ce qui se dit à l'école, qu'on lit ce qui s'écrit, etc., on n'incite pas du tout les gens à respecter les personnes. On doit respecter si cette personne est homo, si cette personne, Voilà. etc. Excusez-moi, le principe fondamental, c'est le respect de la personne. Exactement comme cette fin de semaine, hein. Il y avait la marche de la fierté. Fierté. Pardon? Avant, c'était la fierté gay. Parce que comme elle le nomme, juste un peu avant, de l'homosexualité, il y en a toujours eu. L'anus étant un endroit de ton corps plein de petites nervures, hein? Ça peut devenir facilement un joujou sexuel. C'est de la perversion. Ça a toujours été là de tous les temps. Donc, l'homosexualité, on vit avec. Comme elle disait, on les accepte. On n'a pas à être fiers. Ce qu'ils font dans leur chambre à coucher, ça ne nous appartient pas. Mais on doit les accepter. Ça, c'est correct, le respect de l'autre. Mais d'eux, dans leur demande, c'est le respect de moi. Respectez-moi. Tout ce que vous avez à faire, c'est de me respecter moi. On laisse tomber la fierté. La fierté de quoi? C'est plus la fierté gay, maintenant c'est la fierté tout court. T'es fière de quoi, Valérie Plante? Hein? Tu peux pas être hétéro puis être fière. Non, ça s'adresse à eux. C'est un événement, une parade, une journée à eux. Maintenant, plus seulement les gays, plus seulement les homosexuels, uniquement tous ceux-là qui demandent à être je veux, tout à fait concentrés sur eux. Je veux être respecté, puis vous autres, j'en ai rien à battre. C'est ça maintenant, être fier. Parce que la parade s'appelle la parade de la fierté. Point. Je me sens pas inclus dans cette fierté. C'est bizarre, hein? Pourquoi que ce serait uniquement de leur côté? Parce qu'il va falloir que je me fasse une parade de fierté de femme? Non, je le vis à tous les jours. J'incarne qui je suis, je vibre qui je suis, je célèbre et je louange à tous les jours. Puis j'en suis fière, j'ai pas besoin d'une parade. C'est approprié le mot fierté. La parade de la fierté. Point. Ça va loin, là, dans la propagande de cette perversion, de cette politique, hein? C'est purement politique. C'est pour ça qu'ils sont autant dedans, les politiciens, les maires, sont autant dans le mouvement wokiste, dangereux, psychopathe, malade, désaxé. Pour ça qu'ils sont de ce côté-là. Parce qu'il est bien d'être du côté de la masse. On est des bonnes personnes, hein? Félicitez-vous, portez-le votre masque, puis fermez dans vos gueules, mais arrêtez de toucher, puis de transgresser, puis de porter tout ça à la vue. C'est trop facile, c'est trop visible, c'est trop permis pour la fragilité, la tendresse, la douceur, l'innocence de l'enfance. C'est ça, il y en a trop. Faites juste le voir, gang d'épais. Puis faites ce que vous voulez dans vos bars de tata, puis dans vos chaînes, puis dans vos chambres à coucher. Vivez-le comme vous le voulez, votre respect de votre différence.
Il y a une différence entre le respect de ta petite personne puis le respect des autres. Quand les enfants voient ça, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça a leur raison d'être dans notre société? Qu'est-ce qu'elles sont dans le fond, ces personnes dérangées? Les maladies mentales, mis dans le dictionnaire des maladies mentales. Les maladies. Le degré. Je trouve des enfants. I have no idea why you want drag queens to read books to your children. I have no idea. What in the hell has a drag queen ever done to make you have so much respect for them and admire them so much? Other than put on makeup and jump on the floor and writhe around and do sexual things on stage. I have absolutely no idea why you would want that to influence your child. Would you want a stripper or a porn star to influence your child? It makes no sense at all. A drag queen performs in a nightclub for adults. There is a lot of filth that goes on, a lot of sexual stuff that goes on. And backstage, there's a lot of nudity, sex, and drugs. Okay? So I don't think that this is an avenue you would want your child to explore. They could explore dressing up at home like we all did, like all gay boys did. We all dressed at home and we had a great time. We had a great time with our girlfriends, putting on makeup, trying on clothes, things like that. But to actually get them involved in drag is extremely, extremely irresponsible on your part. And I understand you might want to look like you're with it, that you're cool, that you're woke, that you're not a Nazi, that you're not a homophobe, whatever it may be. But you can raise your child to be just a normal, regular, everyday child without including them in gay, sexual things. Effectivement. C'est donc l'opinion de cet homme qui pratique le métier depuis plusieurs années, près de 20 ans ou 25 ans, qui nous demande, il y a quoi à être fier que votre enfant le devienne? Il se pose la question. Il se pose la question à savoir si les parents en ont pleinement conscience plutôt. Alors, j'avance un petit peu le vidéo pour me rendre un petit peu plus loin dans mon exercice parce qu'après vous avoir démontré qu'il y a pratiquement pas place à la discussion, il suffit d'être un parent responsable et de voir tout ça ou un parent complètement aveuglé par cette dérive, cette inversion des valeurs qu'on ne parlera jamais suffisamment. Ils ont entrepris une inversion grâce aux médias. Ils ont pu amener la masse sous hypnose et de travailler comme ça par les années, cette inversion des valeurs. On va aller écouter un parent qui a réellement transgresser ces valeurs de parents au détriment du besoin, pas du besoin fondamental, comme d'être logé, d'avoir un toit, d'être nourri, d'être aimé, d'être sécurisé, tous ces droits. Non, on parle ici des droits
de la vie sexuelle des enfants. Je vais remettre les propos de Marion Sigon qui les exprime très bien. On va aller voir quel dérange, comment ça peut être dérangeant au niveau des parents d'un couple de vedettes has-been, en ce père qui est François Mascotte, qui se dit bipolaire avec des maladies mentales, et de son épouse qui a donc envie d'être une grande vedette, elle aussi, qui délire dans ses propos d'influenceuse, d'une mère ordinaire qu'elle se nomme, mais c'est loin de représenter une mère ordinaire. On va aller en voir quelques extraits tirés. Je l'ai pris du live de l'oiseau moqueur. Vous irez découvrir sa page. Donc, les extraits, les choses qui sont écrites, c'est pas moi qui les ai écrites, mais je veux simplement démontrer des comportements parentaux derrière ce grave problème. Je vais le laisser en référence. Ça vaut la peine. J'adore ce qu'il fait. Hier, c'était le fun parce qu'il était plus long que d'habitude. Donc, merci l'oiseau moqueur. J'aime ça quand on met long. D'habitude, c'est tout short. Alors, si vous le connaissez pas, allez le découvrir sur YouTube, l'oiseau moqueur. Hier, il a fait une sortie, puis il a tellement raison de faire une sortie là-dessus. Il le dit tellement bien, tellement fort de sa voix d'homme. L'homme, hein, lui aussi, il incarne son homme fort, protecteur. C'est sans dessein de pas en parler, puis c'est niaiseux de faire comme si de rien n'était, là, tu sais, de banaliser comme le fait Bianca avec ses enfants, disant « C'est de l'amour, ben oui. » On l'écoute le passage, vous me direz ce que vous en pensez. Facebook, là. Est-ce que tu savais qu'il y a avant, il y avait pas de garçons, d'enfants qui étaient nés garçons. Oui, il y avait des garçons, mais il n'y avait pas d'enfants qui étaient nés garçons qui portaient des vêtements de filles. C'est-à-dire... Il y a la folle, son discours. Voir si avec un enfant de cet âge-là, j'aurais une discussion comme ça. Des garçons, oui, il y a des garçons, mais des garçons qui ne sont pas des garçons, ben voyons donc. En tout cas, je continue même si c'est pénible. Que les parents, ils ne laissaient pas porter des vêtements de filles. Mais Les donc, tu es un parents garçon, les laissaient pas. puis tu voulais mettre une robe, les parents, ils disaient non, tu veux t'habiller. Les parents les laissaient pas. Non, mais c'est-tu des parents assez écœurants, ça? C'est pas de l'amour, ça, de pas laisser son enfant? Ben oui, s'il veut se taper 14 barres de chocolat puis tu l'as pas laissé faire, tu es un méchant malade, le parent? Avec des pantalons. Ça. Moi, quand j'étais née, Quand t'étais née quoi? on avait le droit de s'habiller en fille. Oui, mais même encore aujourd'hui. Savais-tu qu'aujourd'hui, là, mettons, il y a des... Ben oui, elle a l'air pudreuse, elle. Si, mettons, le garçon, il me met une robe, il dit non, t'as pas le droit, tu mets des pantalons. Oh my God! Puis s'il y a des gars... On dit qu'il y a des parents sur sa table, parce que ça, c'est un petit enfant qui vient d'un autre pays, où il a connu la misère, qu'elle a adopté, j'imagine, hein, deux parents blancs. Alors, lui, il est né ici, dans cette belle facilité, avec un papa qui gagne bien sa vie à dire des hosties de niaiseries, avec une maman qui veut se paraître une star parce que son chum est supposé d'être une vedette. Donc, deux beaux parents has-been, ça fait des beaux enfants forts, ça. Fait que lui, il est né avec le droit fondamental à s'habiller comme il veut. Son, un bel adulte. Je vais mettre du vernis. Il y a des papas qui disent... Il est bien élevé, ton enfant aussi, hein? Belle façon de se présenter, une belle convenance. Il se tient bien. Oui, je suis contente que tu aies pris tout ce temps-là à t'occuper de ses robes et à sa garde-robe au lieu de lui montrer les bonnes manières. Mais ça, c'est un détail, Bianca. Tu n'as pas le droit de mettre du vernis, tu es un gars. Il y a maman. Il y a des mamans qui disent non, pas le droit non plus, tu es un garçon, enlève tes... Qui font à leur enfant une espèce de brainwashing pour dire comment qu'il est chanceux, lui, d'avoir des parents
wokistes à côté, là, qui font la promotion de tout ça, puis qui mélangent jusque dans le conscient de leur enfant que c'est bon. Premièrement, c'est tellement bon qu'ils l'encouragent. Puis deuxièmement, c'est les autres parents qui sont dans l'erreur, sont des monstres. Ton vernis Puis si, Elle s'occupe du vernis à ongles, son gars, mais ce gars-là, il n'est pas encore capable d'écrire correctement une phrase en français. Il n'a pas appris non plus le piano, le violon. Il n'a pas développé ses compétences autres que de parler de vernis. C'est triste, Bianca. Très triste. c'est une fille. Tu peux prendre Ils le disent nos filles, mais ils disent nos garçons. Il est outré. OK, t'as mis, puis toi, mettons, là, toi, papa, il t'a déjà dit non? Papa, c'est François Mascotte. Regarde, une belle slotch avec une paille en bonbons. On en fait du sucre, ça, hein, Bianca? Hein? Moi, je me préoccuperais pas mal plus de ce qu'il boit, ce que j'y mets dans la bouche, que de son vernis à ongles, Bianca. encore. Pas encore? Puis qu'est-ce que... C'est mettons, à partir de demain, on dit, OK, Bill, là, c'est fini, là, tu mets juste du linge de gars. Suiciderait, Qu'est-ce que tu vas faire? Bianca. Chris. Tu es triste? Là, c'est fini, là. Il y a- Il se suiciderait. Effectivement, je pense qu'on a compris. Je pense qu'on a compris l'essence du message, l'essence de je t'écœurée de la voir. Vous voyez que dans quelques secondes, on a un très beau portrait de ce que j'appelle le laxisme, de ce que j'appelle la responsabilité parentale versus la culpabilité. D'y donner tout, c'est vraiment pas signe de santé mentale pour ton enfant. Que tu le diriges vers cette errance-là en tant que parent, c'est effectivement questionnable. C'est ça la société. C'est ça les médias. C'est ça la dangereuse qu'on dénonce finalement. Je vais aussi remettre Stéphane Édouard en conclusion parce qu'il n'est pas complet. Donc, ça vous amènera à aller le finir quand ça vous adonnera. Donc, je vais passer tout de suite à Stéphane Édouard, sa vidéoscopie qui touchait justement cette déconstruction des genres. Pourquoi qu'on mettrait ça devant nos enfants? Pourquoi qu'on leur propose? Puis, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est profitable? Alors, je vais continuer la vidéo avec Stéphane Édouard. Elle a vécu de certaines personnes et qui est imposée à certains enfants qui, comme certains adultes et plusieurs adultes, et même la majorité des adultes, vont trouver qu'il n'y a pas de place à tout ce cirque dans la vie de nos enfants. Alors, je vous souhaite un excellent week-end. Je laisse la parole à Stéphane Édouard et dans la description, j'ai tout mis ce qu'il faut pour les retrouver. Merci tout le monde. Bon week-end, prise 2. Je vous dis, prenez soin de vous et on se revoit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Bye tout le monde. J'ai eu un remplaçant une fois et il a dit à un élève tu travailles vraiment comme une fillette. Ah, Et ça lui a vraiment pas du tout plu. ah ben, moi ça me plaît pas du tout, hein. Je vais aller le voir, je vais lui dire ces 4 vérités. Tu travailles comme une fillette, les filles ça travaille moins bien que les garçons. Bah, Il a pas dit ça. le préjugé, c'est que C'est lui qui a un a priori. Moi, j'entends tu travailles comme une fillette, j'entends tu travailles mieux qu'un garçon, car on sait que au plus jeune âge, enfin à l'école et a fortiori au plus jeune âge, les filles ont des meilleures notes. Donc moi, j'ai un a priori plutôt amélioratif sur les filles, à l'école tout du moins, et lui, péjoratif. Vous me trouvez belle? D'accord. Hein. Qui a amené cet enfant? Bonsoir. Bonjour. Alors, faut que j'arrive à passer dans tout ce micmac, moi. Salut. Moi, c'est Ophélia, enchanté. bonjour monsieur. Alors, moi, c'est pas monsieur, c'est madame. T'as l'air tout intimidé. Vous êtes un monsieur. Non. Si. On a reconnu que t'étais un garçon parce que t'avais la voix. Dis-moi d'abord ton prénom avant de me dire ce que je suis. Swan, Lucia, Ça va Cheyenne. Alors, il y a à boire et à manger dans cet extrait.
On ne sait que choisir. J'ai envie de vous surprendre. Je commencerai pas par ce qui est évident. Je commencerai par l'usage de l'impératif. Je suis surpris que la personne transgenre qui se faisant prénommer Ophélia, et on reviendra sur son prénom parce que Ophélia, je ne peux croire qu'il ne fasse pas référence au tableau de John Everett Millais. La personne se faisant appeler Ophélia donne un ordre. Dis-moi d'abord ton prénom avant de me dire ce que je suis. Non, je ne te respecte pas. Donc... C'est-à-dire utilise l'impératif pour corriger un enfant et en attendre quelque chose. Avec un enfant, je trouve déplacé, quand ça n'est pas les siens, de leur donner un ordre. Je me rappelle, il y avait comme ça des règles tacites de bonne conduite à l'époque, où quand on avait les petits copains à la maison, eh bien, nos propres parents nous donnaient des ordres, range ta chambre, fais ci, fais ça, mais on remarquait du coin de l'oreille, comme ça, distraite, que en fait, les ordres, eh bien, les autres y échappaient. Et inversement, quand on était chez eux et qu'ils avaient des parents qui n'étaient pas des sauvages, parce qu'il y en avait déjà des sauvages à l'époque, moins nombreux, et pas forcément ceux auxquels on pense, eh bien, les ordres s'adressaient à eux et moins à nous. Voilà. Je trouve étonnant de la part de cette personne de ne pas le savoir et je trouve que ça ne la met pas de notre côté de base. Voilà. On ne donne pas des ordres à des enfants qu'on ne connaît pas, sauf s'ils sont en train de faire une énorme connerie. Je sais pas, ils tiennent un objet dangereux ou ils s'approchent trop de la route. On leur dit, hop, on donne un ordre. Mais on ne dit pas à un enfant qu'on ne connaît pas, appelle-moi comme ça, ne m'appelle pas comme ça. Voilà, ça ne se fait pas. Cheyenne. Théo. Enchanté Théo. Cheyenne. Allez, c'est mieux. Et donc moi je suis un monsieur. Oui. Toi t'es quoi? Une fille? Pourquoi? Bah parce que... Vous me trouvez belle? D'accord. Hein. Qui a amené cet enfant? Ce qui m'aurait intéressé, c'est de savoir à quel instant du discours, alors on ne le sait pas parce que c'est monté justement, est arrivée cette question. Si c'est arrivé au début, c'est assez grave et ça confirme ce que je pense du queerisme et du transgenrisme, c'est que c'est une obsession en réalité pour la beauté et la luxure, puisque je veux bien qu'on émule la femme, mais pourquoi ne l'émuler que par le maquillage, la chevelure et la beauté? C'est assez triste pour la femme que les gens qui se prétendent de son côté, fût-ce par construction sociale, ne le fussent de ce côté que par celui de la pacotille, du maquillage et du vêtement. De toutes les questions que tu pouvais poser à ces gamins, suis-je belle est presque la dernière, oui, c'est l'ultime, c'est la moins intéressante en fait. L'obsession pour sa propre beauté, comme nous l'apprend la mythologie, comme quoi il n'y a pas qu'Ophélia de mythologique dans cette histoire, est un péché, voire même un péché capital, si je ne m'abuse. Et c'est ça qui est un petit peu problématique et qui est une des racines du problème. Il y a toujours eu des gens beaux, il y a toujours eu des gens moins beaux, il y a toujours eu des gens anodins et des gens qui sortent de l'ordinaire. Mais à un moment, tout le monde ne peut pas devenir une diva. Voilà. Le nœud gordien du problème, c'est de faire croire à n'importe qui, de n'importe quel poids, de n'importe quelle taille, qu'avec du maquillage de chez Sephora et de la pacotille qui fait bling bling de chez Wish, parce que c'est exactement ce qu'il porte, eh bien, on peut prétendre, un peu comme la fleur se nourrit du soleil pour faire de la chlorophylle, eh bien, à se nourrir du regard des autres ébahis. Voilà. Ça ne fonctionne pas. À ton avis, est-ce que je suis une fille ou un garçon? Une fille. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Les voix. Ah oui, ça c'est vrai, j'ai la voix très grave. Alors, j'ai pas compris, le montage est... Faudra montrer un extrait de sketch d'Eric et Ramsey, qui était très loin d'être mes modèles en matière d'humour, mais qui avait plusieurs sketchs assez drôles, mais notamment un où ils montaient mal une scène, en fait, pour montrer l'importance des monteurs. Donc, ça me permet une énième fois de souligner la qualité du travail des monteurs. Alors, juste pour info Stéphane, ce n'est pas le bon duo dont on parle. Il s'agit de Cadet Olivier, dont voici un extrait. Mais merci du compliment Stéphane. Leçon numéro 3, le montage est-il important dans un film? Bonjour Kramer. Que se passe-t-il? Vous avez du feu? Que se passe-t-il? C'est l'affaire moi que nous cherchons par qui passe ces informations. Que se passe-t-il? Tout nous laisse à penser que c'est vous, Kramer. Vous pensez que je serai assez fou pour trahir mon pays, c'est ça? Je n'en sais rien. Vous avez du feu? Et là, comme c'est monté de manière très, très cheap,
Du coup, on comprend pas qui est le second intervenant, qui est une femme à cheveux courts avec un. Est-ce que c'est un effet de mon écran ou a-t-elle un maquillage assez étrange? A-t-elle une tresse qui pend sur un côté? Elle a une robe d'avocat. Qu'est-ce que c'est que ça? Lord Adam de je sais pas quoi. Bon, alors le principe d'une vidéoscopie, c'est de pas extrapoler, donc on va pas mettre en pause pour aller voir les intéressés, c'est de réagir à ce qui est à l'image. On se demande laquelle des deux fait le plus peur, en fait. Vous pensez que je suis une femme? Oui, je sais pas. Ah, tu sais pas, elle est perdue, Jeanne. Est-ce que vous connaissez un mot? Je suis pas une maîtresse, hein. T'es pas obligé de lever la main. Hein. Mais arrête de toucher les gosses, en fait. Me touchez pas, monsieur, vous n'avez pas le droit de me toucher. Pourquoi il les malaxe comme ça du bout des doigts? C'est pas les tiens. J'adore les mômes. Enfin, j'adore les mômes des autres, quoi. Ouais, non, oublie cette phrase, c'était chelou, c'est pas ce que je voulais dire. C'est plus ce que je voulais dire. Ah, c'est bon. Une star? Vous n'allez pas me croire. Je sais que vous n'allez pas me croire. Vous n'allez pas me croire. Mais je vais vous le dire dans un instant. Mais tout ça, là j'enfonce des portes ouvertes, hein, mais comme l'ont dit d'autres avant moi, le problème c'est que ça ne dure pas très longtemps. Et quand on a, par le fruit du hasard, il se trouve que j'ai habité proche de ce quartier considéré comme homophile et particulièrement festif de Paris, qui se trouve dans le plein centre, là, à côté du BHV, eh bien on voit qu'en fait, il y a un primat à la beauté qui est absolument sanglant. Donc, c'est pas du tout inclusif, au contraire. Et on voit que les vieux messieurs, en fait, sont devant les cafés à s'enfiler des pintes de bière à la queue leu-leu. Et en fait, tous les jeunes leur passent devant sans les regarder. Et c'est un primat, encore une fois, au clinquant, au beau, au faux également. On voit les profils comme ça de bodybuildés, botoxés, prennent des choses interdites, etc. Il y en a même qui ont témoigné dans le podcast de mon copain Jérôme de biomécanique. C'est en fait vénérer le divertissement au stade ultime de la société, quoi. C'est-à-dire, votre but, les enfants, un jour, sera d'être aussi beau. Extrêmement bien résumé. On poursuit. Que moi, et pour être beau, il faudra être aussi clinquant et aussi excentrique, et vous serez le roi de la fête pendant 5 ou 10 ans. Je ne pense pas que cette vision de l'existence divertissante temporairement corresponde aux enjeux qui nous attendent. Voilà, que je ne vais pas vous lister parce que vous les connaissez. Et c'est quoi un garçon pour toi? C'est un être humain Ouais. qui était un homme préhistorique avant. Ok. Et qui se... Voilà pour Stéphane Edouard. Alors, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Encore une fois, je termine ce direct avec les propos d'Alain Soral. Il fait une très, très belle vue d'ensemble. Comme ça, faites vos recherches, mais surtout, recherchez à l'intérieur de vos propres réponses. Alors, bonne fin de journée tout le monde. Je vous laisse sur les propos et le petit montage que je vous ai préparé autour des propos d'Alain Soral. Voilà. À bientôt tout le monde. Oui, pour introduire le LGBTQ+, je vais appuyer sur une féministe qui a encore, comment dirais-je, un substrat un peu marxiste, qui a une époque où la contradiction n'est pas totalement exacerbée. Et c'est Marie-Jo Bonnet, d'ailleurs, des Gouines rouges. Donc on voit bien qu'il y a Gouines, féministe, mais rouge, c'est quand même communiste. Et elle dit bien ce féminisme actuel LGBTQ+, est le triomphe du masculinisme par les femmes. Depuis quelques jours, une campagne du planning familial mettant en scène un homme enceint fait polémique. Pourquoi est-elle problématique selon vous ? Cette campagne est un vrai scandale. C'est une véritable dépossession de la maternité des femmes. Ce qu'il y a de spécifique aux femmes, c'est-à-dire la différence des sexes, c'est quand même la possibilité de faire des enfants. Donc on a affaire ici à un détournement de la puissance maternelle des femmes au profit d'une idéologie de l'autodétermination de l'identité de genre. Qu'est-ce qu'on voit sur l'affiche ? Une femme
née biologiquement femme et qui s'identifie comme un homme, elle a gardé donc son utérus. À côté d'elle, il y a aussi un homme. C'est la victoire totale du genre masculin qui est célébrée par le planning. Puisqu'effectivement, elle a bien identifié que quelque part, c'est l'injonction pour les femmes de devenir des hommes comme les autres. Voilà. Or, les femmes ne seront jamais des hommes comme les autres. Ça peut être une punchline aussi, on va la garder. Les femmes ne sont pas des hommes comme les autres. Voilà. Donc, ça me permet d'introduire mon LGBTQ+, par, on va dire, des féministes intelligentes. Parce qu'il y a une guerre quand même interne au féminisme. Il y a des féministes qui sont encore dans quelque chose d'un peu raisonnable. Par exemple, pour Marie-Jo Bonnet, elle est lesbienne. Et elle veut avoir le droit, et c'était son combat dans les années 60-70, de pas être montrée du doigt, parce que son goût naturel, d'ailleurs, qui lui échappe. C'est pas un choix, vous découvrez que vous êtes homosexuel, ça aussi. L'idée « je suis fier de » ou « c'est mon choix », c'est totalement faux. On découvre qu'on est homosexuel et à un moment donné, on se retrouve en but avec une société hétéronormée, ce qui est d'ailleurs normal puisque c'est fonctionnel l'hétérosexualité et que l'homosexualité c'est marginal dans tous les sens du terme, mais ça ne veut pas dire que la marge n'a pas le droit d'exister. Donc à un moment donné, il y a un combat de lesbiennes, les gouines rouges, qui disent « nous voulons avoir le droit d'être respectés dans la société, et même d'un point de vue fiscal ou d'un point de vue de l'héritage, de pouvoir être en couple avec une femme, en pouvant transmettre au niveau de l'héritage et des trucs comme ça. » Donc c'est des combats que moi je ne récuse pas comme un gros droitard méchant. Voilà, il y a des femmes qui sont homosexuelles. En général, ce qui me gênerait, c'est qu'elles remettent en cause l'hétérosexualité comme quelque chose d'anormal. Parce qu'on en est là aujourd'hui. Les LGBTQ te disent en gros que l'hétérosexualité, c'est de la domination masculine, et qu'en réalité, tous les hommes sont des homosexuels qui s'ignorent. Ça, c'était déjà... ça fait 20 ans qu'on essaye de nous le coller. Et qu'en fait, le destin de la femme, c'est d'échapper à la prédation sexuelle masculine, et donc de se tourner vers autre chose. Et là, on arrive dans la folie LGBTQ+, qui n'est pas une pensée qui essaye de dire qu'on ne peut pas réduire l'homme ou la femme à son être naturel. On n'est pas dans l'articulation du corps et de l'esprit, on est dans l'opposition stricte de l'esprit au corps, c'est-à-dire la femme, pour devenir réellement femme dans la société et s'épanouir, on est toujours dans cette idée que comment trouver l'épanouissement, doit renoncer à son corps de femme. Je me suis fait opérer en 2019. Quand je me suis réveillé de l'opération, j'ai pleuré de joie du coup, parce que c'était vraiment un sentiment de liberté. J'étais très content, même si j'avais vu mon torse, même pas 10 secondes. Mais voilà, j'étais vraiment très content. Et que donc aujourd'hui, non seulement l'émancipation, la liberté, mais même la possibilité de se transcender vers l'être, serait le changement de sexe. Et on vous fait croire, qu'on peut changer de sexe, ce qui est un mensonge, on peut pas. On peut simuler, on peut caricaturer, mais on peut pas changer de sexe. Je vais le dire tout de suite avant d'oublier, c'est-à-dire que un homme transgenre est une femme, mais un homme transgenre ne peut pas féconder. C'est-à-dire c'est une femme qui a pris des hormones, mais qui a encore gardé son organicité féminine, mais qui a simplement un peu une tête d'homme parce qu'en général elle a des poils. Mais ça, c'est une femme à barbe. Et de l'autre côté, c'est pareil. Une femme transgenre est un homme, et une femme transgenre ne peut pas enfanter. Et aujourd'hui, on essaie de nous faire passer pour des gens qui ont changé de sexe grâce au progrès de la technique et à l'émancipation. Quelque chose qui traditionnellement s'appelait les travestis et les femmes à barbe. Et c'était voué à la prostitution, au carnaval et au cirque. Il faut quand même comprendre ce que ça veut dire. Et aujourd'hui, on en fait des modèles d'émancipation. I have no idea why you want drag queens to read books to your children. I have no idea. What in the hell has a drag queen ever done to make you have so much respect for them and admire them so much? Other than put on makeup and jump on the floor and writhe around and do sexual things on stage. I have absolutely no idea why you would want that to influence favors. In fact, you're hurting it. Si j'avais pas parlé, tu m'aurais pris pour un garçon? Non. Il n'y a que la voix qui différencie un garçon d'une fille. Oui. Que la voix. Pas le même corps, les habits. Donc les habits des garçons sont pas les mêmes que les habits des filles? Ok. Oui. Ça vous choque là comment je suis habillé? Non, c'est normal. Non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Tu crois que moi je peux pas... Je suis habillé en boîte de nuit, je suis boîte de nuit. Bah, t'es pas loin de la vérité, tu t'en rapproches. Et c'est quoi un garçon pour toi? C'est un être humain Ouais.
qui était un homme préhistorique avant. Ok. Et qui évolue en un être humain. D'accord. Je suis un monsieur un peu différent. T'as déjà vu des messieurs comme ça dans la rue? Non. T'en as déjà vu, toi? Non, jamais. Je suis ce qu'on appelle un drag king. Une drag queen. Vous connaissez ce mot? Non. Queen, c'est quoi queen? Princesse? C'est reine. Une drag queen, c'est une personne qui s'habille en femme très extravagante. Vous savez ce que ça veut dire extravagante? Ça veut dire très 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 belle. C'est un point, mais c'est en gros pas normal. Enfin, au-delà des normes, quelque chose de beaucoup de paillettes, beaucoup de couleurs. C'est ça extravagant. C'est quand c'est waouh. Comme un clown? Ouais, exactement. Il y a beaucoup de liens entre le drag et le clown. Et en fait, dans la vraie vie, je suis un garçon, comme toi Théo, pas comme toi Jeanne. Mais il y a des fois où je me dis, ah tiens, et si je mettais des sublimes chaussures qui brillent de mille feux et que je m'appelais Ophélia. C'était quoi votre prénom d'avant? C'est Anaïs. Je m'appelle presque comme Théo. Je m'appelle Mathéo. Donc aujourd'hui, je m'appelle Ophélia. Aujourd'hui, j'ai mes merveilleux cheveux. Je suis très moche, d'après vous deux. Super, d'après 100% de l'auditoire ici. Mais moi, je me sens très belle et ça me fait du bien. Le principe du drag, c'est de montrer que être un garçon ou être une fille, c'est quelque chose qu'on apprend aussi. Oui. Est-ce que ça te parle, ça? Oui. Sauf que il y a des personnes comme moi, on vit pas comme ça, on n'aime pas ça, on n'a pas envie de suivre ces règles-là. Et du coup, on fait ces spectacles où tout le monde est qui veut. Tu te sens plus garçon ou plus fille? Je préfère pouvoir changer et faire les deux. Et ne pas me poser de questions. Quand je suis en drague, donc quand je suis Adam, je suis garçon et je me sens garçon. Et quand je suis hors drague et qu'il faut que j'enlève tout mon maquillage, je me sens ni fille ni garçon. Comme si on était un singe. Il y a des gens qui sont drag queen ou drag king comme moi qui ne l'ont jamais dit à leurs parents et qui pourront jamais leur dire parce qu'il y a ce qu'on appelle la tolérance. Vous savez ce que ça veut dire? Être tolérant? Toi Théo, tu sais ce que ça veut dire? Oui. Toi Jeanne, tu pourrais nous l'expliquer? Tolérance, c'est que t'acceptes un petit peu. T'acceptes les choix de l'autre et ce qu'il fait, tu ne le juges pas, c'est ça la tolérance. Moi j'ai la chance d'avoir des super amis et une super famille qui est très tolérante. Est-ce que tu te sens plus heureux quand tu es en drague? J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont plus simples quand je suis en drague. Il y a des choses que je m'autorise plus ou vraiment différemment. Qu'est-ce que tu penses que tes parents diraient si tu te maquillais en fille? Elle m'adorait. Ta maman, elle t'aiderait? T'as de la chance, hein. C'est pas toutes les mamans qui aideraient. Moi, au début, ma maman, première fois qu'elle a su, c'est pas elle qui m'aurait aidé. Et toi, Jeanne, tu penses que tes parents, ils diraient quoi si tu te maquillais en garçon et que tu t'habilles un peu en garçon? Déjà, c'est plus simple quand t'es une fille et que tu veux être un garçon. Ah! Souvent, c'est plus simple parce que les filles, elles portent déjà des pantalons et les garçons, ils portent pas vraiment. C'est bizarre. C'est bizarre? C'est dire quoi bizarre? Et puis, c'est surtout étonnant. C'est étonnant. Et c'est pas habituel. Vous diriez quoi, vous, si vous voyez un petit garçon habillé en petite fille, en petite princesse, pardon? Je sais pas. Je sais pas, toi, ça t'en ficherait? Oui. Toi, Théo, tu te dirais C'est son quoi? choix. Pareil. Il a le droit de se mettre comme ça. Mais vous pensez que tout le monde se dirait ça? Non, non, il y a des gens qui trouveront ça un peu bizarre et qui diront que c'est pas vraiment... C'est comme les garçons qui portent du rose, quoi. Ou les filles qui portent du bleu. C'est un peu... Il y aurait peut-être des moqueries quand même, non? Oui, mais moi je porte du bleu là. Bah ouais. Et je porte du rose là. Super, tu es très coopérative, Jeanne. Je te remercie. Au revoir, fin de tournage. Hein. Mais est-ce que tu te trouves beau? Est-ce que je me trouve beau? Tu veux une réponse très honnête? Oui. Ça dépend des jours. Il y a des jours où je me vois dans le miroir, ah tu m'énerves, va-t'en. Et il y a des jours où je me trouve trop beau. Monsieur, est-ce que vous avez un enfant? Non, j'ai pas d'enfant. Ça sonne maladie mentale. Je sais pas ce que vous en pensez, de la difficulté à s'aimer, confiance en soi et surtout prise d'hormones pour certains, hypersexualisation. Et je reviens à Alain Soral. On va les conclure avec ça. Bye tout le monde. En fait, des filles qui, à la puberté, victimes de l'idéologie dominante qui est le féminisme masculinisant, conçoivent leur féminité en devenir comme une infériorité sociale, et donc pour se transcender vers l'être, c'est-à-dire s'épanouir, pensent que ça passe par devenir des hommes.
Depuis quelques années, les experts observent un véritable boom. Toujours plus de filles éprouvent le sentiment que leur sexe ressenti ne correspond pas à leur sexe biologique. Elles représenteraient environ 80% des personnes trans en Allemagne, où il n'existe pas de chiffre exact à ce jour. Mais certains pays européens recueillent ces données. En Suède, entre 2009 et 2019, les diagnostics de dysphorie sexuelle chez les filles de 10 à 24 ans sont passés de 103 à 1187, soit 11 fois plus. Au Royaume-Uni, l'an passé, 2177 filles mineures ont été adressées à une clinique pour la même raison. C'est 15 fois plus qu'il y a 10 ans. La proportion de filles s'élevait là à 70%. C'est quand même ça, la vraie réalité statistique cachée derrière le LGBTQ+. Il y a beaucoup plus de filles qui veulent devenir des garçons que des garçons qui veulent devenir des filles. En réalité, ce sont des personnes qui ont intériorisé un discours féministe qui est victimaire et totalement... dévalorisant pour la féminité. C'est ça. C'est-à-dire que c'est un féminisme qui en arrive au point que les jeunes filles se disent que ce qui pose problème, en réalité, c'est leur féminité elle-même. C'est la cause même de leur oppression. Et en tant que femmes, elles seront toujours victimes de l'oppression. On a quand même ce sentiment-là, qu'il faut que ces jeunes filles soient des garçons comme les autres pour pouvoir échapper à cette malédiction d'une féminité qui n'est que malheur, qui n'est qu'infériorité. Donc C'est dur pour les gens comme moi, dans une société patriarcale suprémaciste, de trouver son identité. On m'a souvent traitée de folle parce que j'essayais d'exprimer qui j'étais vraiment au fond de moi. On a voulu me médicamenter. On a essayé de me normaliser. Mais j'ai été forte. J'ai réussi à m'affirmer, à trouver qui je suis vraiment. Une victime. Je suis une victime et il n'y a rien qui va me faire arrêter d'être une victime. Parce que c'est mon droit d'être une victime. Puis si je suis plus une victime, je suis plus rien. Depuis que j'ai 14 ans que j'utilise les réseaux sociaux pour me victimiser, puis maintenant, je trace la voie pour d'autres, comme moi, qui s'identifient à des victimes. Je suis maintenant une activiste de la victimisation qui milite pour encourager les autres victimes, comme moi, à se victimiser. Donc je répète, de toute façon, ils ne deviendront pas des garçons et des filles au sens réel du terme, qui est la possibilité d'enfanter pour les uns et de féconder pour les autres, ce qui veut dire que c'est une double stérilisation, hein, si c'est accompli jusqu'au bout. Donc on est là dans le projet mondialiste de la dénatalité. D'ailleurs, immédiatement, vous voyez pourquoi il y a PMA, GPA, et pourquoi on habille ça de transhumanisme et d'hommes augmentés, alors qu'en vérité, ce sont des êtres diminués, puisqu'en fait, ce sont des hommes amputés de leur capacité de féconder et des femmes amputées de leur capacité d'enfanter. Alors, en plus, il faut le dire avant d'oublier, ces protocoles hormonaux qui sont la transition nécessaire et qui font que des filles se mettent à ressembler à des garçons, parce qu'effectivement, par la manipulation des hormones, elles ont de la barbe, les seins, etc. Et les hommes, eux, se féminisent par la voix, les cheveux qui poussent et d'autres choses. On maîtrise à peu près ça. 1, sur le long terme, ça génère des cancers. 2, pour que ces féminités ou ces masculinités se maintiennent, ces protocoles hormonaux doivent être répétés toute la vie. Et il y a après des conséquences, évidemment, là, en revanche, sur la santé. On sait que là, ça a des conséquences. Ça fragilise les corps. Et on sait aussi que ce sont des personnes qui, toute leur vie, devront prendre ces hormones croisées, parce que sinon, le corps reprend le dessus. Ces transitions, qui sont des mutilations sexuelles, coûtent très cher d'un point de vue de ce que ça coûte en chirurgie, dont sont du charcutage d'apprentis sorciers, que si on avait imputé ça à Joseph Mengele, on dirait que c'est consubstantiel au nazisme et que ça mérite le tribunal de Nuremberg. J'ai regardé des vidéos d'opérations, par exemple de femmes qui veulent devenir des hommes, parce que c'est ce qu'il y a de plus fréquent, j'ai regardé ça sur Internet, on dit d'ailleurs d'éloigner les enfants. Hein. C'est monstrueux, et c'est des opérations qui durent 8 heures, qui sont souvent, une fois que c'est validé par un pseudo-psychologue, remboursés par la sécurité sociale, alors que la recherche médicale a quand même d'autres choses à faire. Il y a des amputés du travail qui aimeraient bien avoir des prothèses un peu plus modernes que ce qu'on leur propose, etc. Il y a des chirurgiens qui se spécialisent dans le changement de sexe, qui est, je le dis, pour moi, une infamie, une escroquerie, et qui conduit, on le sait, le plus souvent, quelques années après, au suicide, puisqu'en fait, c'est des transitions inabouties et qui trouvent que l'être final n'est ni un homme ni une femme à la fin.
Il est dans une errance et une souffrance à la fois physique, avec les effets secondaires, psychologiques et sociales, parce que je veux dire, qui veut d'un espèce de travelot? Il faut voir ce que ça donne réellement. Qui a envie de se faire pénétrer par une femme qui s'est fait greffer un sexe, qu'on lui a fabriqué comme une saucisse en lui amputant un morceau du muscle de l'avant-bras, ce qui a nécessité de l'amputer d'une grosse partie de sa peau de la cuisse, ce qui a nécessité de détruire son appareil reproducteur féminin pour lui fabriquer un sexe qui est une saucisse dont les grandes lèvres sont censées représenter des testicules. Donc ça, c'est le scrotum définitif. Bien sûr, les cicatrices vont s'amenuiser et le scrotum va se régulariser. Hein, et voilà l'idée. Voilà. Ici le scrotum et ici la verge. Le danger même, c'est l'éclat de rire et le cri d'effroi quand on voit ce soi-disant homme se déshabiller. Avec en plus, évidemment, pas d'éjaculation, une érection qui ne peut être fabriquée que par un système de poire à injection, etc. Enfin, je veux dire, c'est une monstruosité. Et je pose la question, comment peut-on s'épanouir dans cette situation-là? Qui peut-on trouver comme conjoint? Et en réalité, qui derrière, je veux dire, a intérêt à tout ça et qui tire les ficelles? Et là, on a toujours pareil. On a le grand capital qui est resté ce qu'il est toujours, d'une cruauté, d'une méchanceté et d'une froideur totale. Et on a donc aussi le fait que ces transitions, quand on calcule que ça coûte du début à la fin, c'est des centaines de milliers d'euros. Donc on a derrière Big Pharma, marché de l'hormone, marché de la transition, et on a aussi une extension du marché de la chirurgie esthétique un peu saturée, qui devient le marché du changement de sexe, hein, avec derrière les mêmes, hein, c'est-à-dire les charcutiers et les bouchers de cette chirurgie, je veux dire, chirurgie de l'inutile, qui part toujours d'un trouble psychologique qui devrait être géré avec amour et respect, et qui manipule ce trouble psychologique qui est typique de l'adolescence, je le répète, et de la crise de l'adolescence, pour faire de la manipulation politique un marché, et qui se traduit par une amputation, une stérilisation, et derrière quelque chose qui va vers la maladie physique, le trouble psychologique, le drame social et souvent le suicide. The truth is that medical transition is experimental. We have studies that said that medical transition helps mental health with kids. They've all been retracted, modified, changed. But the only long-term study tells us 7 to 10 years is when transgender people are the most suicidal. After surgery. But that's transphobic to say. Alors les LGBTQ qui sont pas à une saloperie près vous disent que s'il y a beaucoup de transitionnés complets qui se suicident, c'est à cause du regard des autres et du manque d'acceptation de leur sexe non genré, hein, voilà. Alors qu'en fait non, c'est-à-dire que n'étant plus ni des hommes ni des femmes et étant dans des souffrances insupportables qui sont et physiques et psychologiques et sociales, eh ben ils finissent par mettre fin à leur jour. Ce qui me fait dire que moi, on sortira de cette idéologie LGBTQ dans quelques années, et il y aura, j'espère, un Nuremberg de ceux qui ont manipulé ces jeunes en souffrance. Et je rappelle que moi-même, je vais avoir un procès sur ce sujet-là en Suisse, et c'est le discours que je compte tenir. Hein, voilà. Il n'est pas question d'abandonner notre jeunesse naturellement qu'on doit accompagner au moment de l'adolescence, à ces apprentis sorciers, à ces charlatans, à ces bouchers et à ces marchands de mort. Hein, et la question est de protéger la jeunesse. Voilà. Et malheureusement, c'est une des extensions que je dois faire, la jeunesse est la catégorie la plus facilement manipulable politiquement, puisque c'est l'époque où on veut être absolument, c'est l'époque où on confond la psychologie familiale et le politique. Je l'ai expliqué déjà dans mes livres où on confond meurtre du père et lutte des classes chez le garçon. Ça donne des films italiens comme Cher Papa, très intéressants, qui sont sortis d'ailleurs comme par hasard dans les années 60-70. Et puis chez la jeune fille, ça donne le combat féministe conçu comme un combat politique. J'essaye de tenir mon langage, mais je suis là pour défoncer le patriarcat. Hein, voilà, donc évidemment, il y a toujours cette même manipulation, cette réduction du sérieux au frivole. Mais je vous dis, c'est une manipulation scandaleuse de la jeunesse, qui n'est même plus, je dirais, la manipulation traditionnelle de la jeunesse, qui s'appelle la mode. Parce que, évidemment, on sait très bien que les jeunes qui ont un problème d'affirmer une identité qui est en construction et qui veulent gagner du temps, pour affirmer leur identité, passent par des signes extérieurs, parce qu'ils n'ont pas le vécu
pour affirmer cette identité. Et ça s'appelle la mode adolescente. Et on voit bien qu'elle a explosé dans les années 60, avec notamment Carnaby Street et l'Angleterre. Et effectivement que la mode des jeunes devient un marché très important. Alors qu'avant, il y avait l'enfance, il y avait l'adulte, et entre les deux, il y avait une période très courte, qui était la période, on va dire, de l'apprentissage de l'âge adulte, où on voit bien qu'un enfant était habillé en enfant, puis après il était habillé en jeune adulte. Il n'y avait pas... Même quand on voit les 68 arts qui jettent des pavés, ils sont pas habillés en jeunes, ils sont habillés en jeunes adultes. Hein. Ils ont des vestes en tweed, ils ont des chemises, parfois même des cravates et des chaussures en daim, hein, en gros. Et donc on voit bien que ce marché de l'adolescence, qui était le marché de la mode, en fait s'est étendu de manière dangereuse parce que on peut, quand on est jeune, se laisser pousser les cheveux, puis les couper plus tard quand on veut trouver du travail. On peut se les teindre en rouge et puis après les déteindre. On peut déjà, ce qui était plus grave, se mettre des boucles d'oreilles, des piercings. C'était déjà un peu plus grave parce qu'on est déjà dans de la mutilation physique. Hein. On peut se tatouer, ce qui est déjà un drame, parce que le problème, c'est le détatouage. Parce qu'on est très content de se faire un tatouage à 20 ans, mais le problème des tatouages, c'est que c'est relativement irréversible. Et là, on est passé avec le LGBTQ à tu peux changer de sexe comme tu peux changer de mode. C'est-à-dire que tu peux passer effectivement de hippie à new wave. C'était pas très grave, on l'a fait. Mais là, aujourd'hui, tu peux passer de garçon à fille ou de fille à garçon. Et ça, c'est un mensonge mortifère, je le dis bien. Hein. On ne peut pas changer de sexe comme on change de look, hein, parce que ça va être ça la punchline. On ne peut pas changer de sexe comme on change de look. C'est un mensonge, et ce mensonge est mortifère. Hein, voilà, c'est-à-dire que c'est de la mutilation qui conduit à la mort, hein, voilà. Et je pense que dans 10 ans, ce que je dis aujourd'hui, comme d'ailleurs j'ai passé ma vie à avoir toujours de l'avance, et on vérifie toujours que ce que j'ai dit c'est vérifié, et on essaie de cacher que je l'avais dit avant les autres, hein, vous verrez que dans 10 ans, il y aura, je pense, un procès général de ces apprentis sorciers, de ces marchands, et de ces bouchers, et de ces marchands de mort, qui sont aujourd'hui les manipulateurs du LGBTQ+, qui sont des adultes, qui manipulent des jeunes, on va dire, en relative souffrance. La souffrance adolescente, ça s'accompagne, ça se gère, ça ne se, comment dirais-je, instrumentalise pas en marché et en destruction, hein, et en mutilation. What's the youngest patient that you've operated on? The youngest patient I've done vaginoplasty on is age 16. Do you worry that minors just don't understand enough about themselves? They're not neurologically developed enough yet to make permanent life-altering decisions? Absolutely not. Je ne sais pas ce que je peux dire de plus, mais c'est sans doute le sujet le plus important actuellement, parce que je vous dis, on est là dans un truc qui consiste quand même à stériliser la jeunesse occidentale. Parce que comme vous l'avez remarqué, le LGBTQ+, l'Afrique n'en veut pas, le monde musulman n'en veut pas, l'Amérique du Sud, il résiste, bien que là je me fais souci avec ce qui est passé à Cuba récemment, mais on va dire que les sociétés encore un pied dans le traditionnel n'en veulent pas, et surtout dans le monde, on va dire, occidental, la Russie n'en veut pas du tout. Вот традиционного подхода, что женщина это женщина, мужчина мужчина. Мама это мама. Но надеюсь, что у наших народов России, хватит внутренних, глубинных иммунных систем защиты от этого, как я сказал, мракобесия. Бороться с этим нужно не прямыми указаниями и окриками и обвинениями, а поддержкой наших традиционных ценностей. C'est pour ça que Poutine est quand même notre héros actuel, parce que c'est celui qui lutte contre ces saloperies, mais qui, contrairement à moi, en a relativement les moyens. Voilà, est une locomotive politique. Alors que moi, malheureusement, j'ai pas les moyens de faire plus qu'agitateur d'idées persécuté. Hein. Je rappelle que j'ai été pour ce discours critique de vérité, chassé progressivement, inéluctablement et intégralement de tous les réseaux sociaux porteurs, hein. Je suis plus youtubeur de fait parce qu'on m'a viré de YouTube, mais on m'a aussi viré de Twitter, on m'a viré d'Instagram, on m'a même viré de TikTok. Donc pour les gens qui disent ouais Soral on le voit plus tellement, ouais on le voit plus tellement, bah oui parce qu'on m'a coupé la télé, hein, voilà. Donc par contre je fais toujours le travail, hein, comme je le rappelle hein, quand même, hein, j'ai jamais cessé de faire le travail.